Lorsque j'ai terminé l'interview de Justine, j'étais assez fière et très émue. Et je me suis sentie à l'aise de lui dire « Je crois que je vais pleurer », en riant. Elle m'a répondu « Tu sais, ici, il y a de la place pour toutes les émotions. Avoir de la place. » C'est une belle manière de résumer ce pourquoi Justine travaille quotidiennement. Elle qui défend un féminisme intersectionnel, un féminisme inclusif, celui qui fait de la place à toutes et tous, sans distinction sociale, de race, de sexualité, de handicap, de genre. Si Justine avait une très grande maison, elle vous accueillerait tous et toutes avec des cocktails à paillettes et des bonbonnières remplies de bonnes vibes. Et c'est ce qu'elle a fait pour fêter les 1 an de son coworking situé au cœur des Alpes, dans le quartier Île Verte de Grenoble. Cette fête a été l'occasion de m'imprégner de l'ambiance portée par Intrépide, des marques créées par Justine et ses collaboratrices, et qui forment un écosystème d'outils féministes et inclusifs. C'est donc au matin de cet anniversaire que nous avons échangé sur son parcours, ses réussites, les leçons de la vie et sa résilience à toute épreuve. Avec Justine, on a parlé de casser les codes en entreprise, de militantisme doux, de maison, de rôle modèle et de l'origine de son surnom, Petite Tempête. Bienvenue dans ce premier épisode et bonne écoute. Bonjour, je suis Estelle et vous écoutez Européenne, le podcast qui parle de femmes d'Europe. T'es prête ? Je suis ready. Ok, alors Justine Blanchin, tu es née le 23 novembre 1995 et tu passes ton enfance à Lyon. Tu intègres dès tes 18 ans l'école de commerce Grenoble École de Management, sans savoir à ce moment-là que tu adopterais la ville. Tu pitches ton premier concept d'entreprise féministe alors que tu es encore étudiante, face à un jury composé exclusivement d'hommes. L'idée n'étant pas incubée, tu rebondis en 2018 sur un tout autre concept pour lequel tu engages énormément d'énergie et de dettes. Le projet n'étant pas viable, tu décides toi-même courageusement d'y mettre un terme, malgré que tu aies des accords de financement auprès des banques. C'est cette même année, alors que tu as 23 ans, que tu montes ta société qui portera le nom juridique de Petite Tempête. La même année aussi, et 2 ans après l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, tu décides de prendre la parole sur le média Fresh, dans lequel tu livres ton témoignage sur l'agression sexuelle que tu as subie d'un médecin alors que tu avais 15 ans et que tu étais hospitalisée pour anorexie. Quelques mois après, le confinement arrive et tu décides de repositionner ton agence de communication autour des questions d'inclusivité, de diversité et de féminisme, évidemment. C'est ainsi que l'écosystème Intrépide est né. C'est un écosystème dont tu es la patronne et qui comprend une agence de communication, une marque de vêtements non genrée inclusive et un espace de coworking. Tes passions sont le travail, le karaoké, les balades avec bébé, ta chienne. Tu te bats contre les discriminations et tu défends un féminisme intersectionnel. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2023 et l'agence organise une fête ouverte au public avec des ateliers, des flash tattoos, un drag show, j'en passe. Alors merci Justine de m'accueillir aujourd'hui dans la Intrépide House. Merci à toi. Ça veut dire quoi, Intrépide pour toi, Justine ? Eh ben, l'histoire, elle est assez drôle parce qu'à la base, l'agence s'appelait Culotté. On l'avait commencé Culotté. On voulait vraiment un nom qui parle et qui symbolise un trait de caractère et dans lequel les gens pouvaient se reconnaître. Et en fait, on n'a pas eu le droit de s'appeler Culotté. Une autre agence s'appelait Culot et du coup, intelligemment, on a toutes les deux décidé de changer notre nom. Et du coup, bêtement, j'ai tapé synonyme de culotté et je suis tombée sur le mot intrépide et qui m'a fait ultra sens, même encore plus que culotté, puisque intrépide, c'est pas un caractère qu'on donne souvent, c'est pas un qualitatif qu'on utilise. Et je trouve qu'il incarne bien ce qu'on fait, les gens à qui on s'adresse. Il y a vraiment ce côté d'audace, oser faire les choses, pas forcément comme tout le monde. Et l'aventure, quoi. Donc c'est vraiment ça, et je trouve que les femmes qu'on a avec nous au quotidien ou les gens avec qui on travaille, ils ont vraiment ce caractère intrépide.
Ouais, carrément. Moi, je le vois dans ce que vous proposez. Et en fait, je vois que vous militez en fait en même temps que vous travaillez, ce qui est pas toujours le cas en entreprise, ce qui est même rarement le cas. Donc déjà, bravo pour ça. Et en fait, moi, ma question, c'est est-ce que pour toi, on peut casser les codes partout et tout le temps, justement? Eh ben, c'est complètement la démarche. Je pense qu'elle n'était pas aussi claire dans notre tête quand on a commencé. Au départ, il y avait une volonté de casser les codes dans le milieu de la publicité avec l'agence. Et puis, indirectement, on s'est rendu compte qu'on voulait aussi casser les codes, nous, en interne, dans notre entreprise, dans notre management, dans notre recrutement, dans la façon dont on vivait et travaillait au quotidien. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que, il y avait plein d'autres endroits où on voulait casser les codes, dans le prêt-à-porter, dans l'entrepreneuriat, enfin, dans tout, dans le futur, j'espère, dans l'éducation. Mais je pense qu'on peut casser les codes partout, tout le temps. En fait, notre état d'esprit, c'est de se dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on questionne. Est-ce qu'on le fait parce que c'est la norme et que c'est comme ça que ça doit se faire, ou est-ce que c'est parce qu'on a vraiment envie de le faire comme ça, et est-ce que c'est aligné avec notre fonctionnement? Et c'est très intéressant ce que tu as dit, parce qu'effectivement, une entreprise qui est militante, ça se fait de plus en plus, mais à l'époque, c'était assez rare. Le militantisme était réservé aux assos. Et au contraire, dans le monde professionnel, on avait plutôt tendance à laisser ses convictions devant la porte. Et donc rapidement, je me suis rendu compte que moi, j'étais pas capable de faire ça, que beaucoup de gens autour de moi n'étaient plus capables et n'avaient plus envie de faire ça. Et du coup, on a voulu inventer aussi un concept où il y a pas de barrière en fait aux convictions, aux pros et aux persos. Et en fait, on prend les gens dans une globalité et on prend en considération du coup tous les aspects. Et voilà, c'était une réponse large. Oui, c'est très bien parce que justement, t'évoques plein de choses. Et notamment, du coup, il n'y a pas de barrière à l'entrée, on vient comme on est et on reste qui on est même si on travaille. Toi, alors pour nos auditeurs qui ne te voient peut-être pas à l'instant où je vous parle, tu fais le choix de porter les cheveux violets. Tu dis que tu t'habilles en sweat, même si t'es une chef d'entreprise, t'as les bras tatoués. En fait, cette liberté, est-ce que ça fait partie de la fibre intrépide aussi ? Alors complètement, c'est un cas très drôle mais que j'ai eu il y a peu de temps. On a une nouvelle collaboratrice qui est arrivée, qui sort de 10 ans d'agence, beaucoup plus traditionnelle. Et quand on a été faire notre premier rendez-vous client à l'extérieur, elle a vraiment réfléchi à comment elle allait s'habiller. Et je lui ai dit, mais en fait, chez nous, on n'adapte pas la tenue. En fait, on reste nous-mêmes, on cherche pas à enfiler un masque ou un costume, parce que au contraire, je pars du principe que on n'a pas besoin de jouer une crédibilité. Et que on veut être avec des personnes qui travaillent avec nous pour nos idées, pour nos compétences, mais certainement pas parce qu'on correspond à un code physique de ce qu'on attend d'une agence ou d'une chef d'entreprise. Après, ça a pris du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Quand j'ai commencé les tatouages, je me souviens que je m'étais dit, il faut que j'en fasse que sur des zones qui se voient pas. Donc aujourd'hui, j'en ai 41. Et tous les premiers, c'était vraiment les bras, j'y touchais pas. Et puis petit à petit, quand j'ai commencé à faire un trépied, je me dis, mais en fait, ça fait partie de moi, c'est comme ça que j'ai envie de m'exprimer. Et le jour où un client ou une cliente me dit, je souhaite pas travailler avec toi parce que t'as pas l'air professionnel, ok, on bosse pas ensemble du coup, barrière à l'entrée, y a pas de problème. et au contraire, je crois que maintenant, ça fait aussi notre différence parce que nos clients, nos partenaires, elles sont contentes de voir des personnes qui sont sincères, qui sont authentiques, qui sont comme elles sont. Et du coup, c'est hyper transparent, c'est très sain, je trouve, comme relation de travail. Et ça leur apporte aussi un peu de nouveauté, justement, ce côté de casser les codes. C'est pas toujours possible. On bosse avec des grands groupes, des grosses ONG, où c'est encore assez, les process sont encore un peu à l'ancienne. Et je pense que ça bouscule ça, et ça les inspire aussi à bousculer ça. Donc ouais, ça fait partie d'Intrépide, ça c'est sûr, mais c'est un long cheminement. Ouais, carrément. Mais justement, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tentative de renverser le modèle en disant on joue dans un grand théâtre en entreprise. Souvent, les femmes, en fait, font justement très attention à ça pour s'insérer, pour se sentir incluses. Est-ce que vous prenez pas un peu le contre-pied en disant être qui on est, en fait, c'est ça, être le plus inclus dans la société ? En fait, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. C'est que c'est important pour nous, en tout cas, c'est important de pas partir trop loin dans le fait de vouloir casser les codes en changeant tout et presque du coup en n'étant pas soi-même. C'est complètement ok si on a une collaboratrice qui veut être féminine, qui adore s'habiller bien, qui veut être élégante, etc. Si c'est elle et qu'elle le fait pour elle, mais go, il y a aucun problème et elle présente comme elle a envie de présenter. Et à contrario, si on a une collaboratrice qui a envie d'être pas maquillée, qui est tout le temps en loose, etc., cool en fait. L'idée c'est juste de rester soi-même sans se plier au code, mais pas forcément non plus de se forcer à aller complètement à l'encontre. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent.
je suis féministe, j'essaie de déconstruire les codes, les genres. Pour autant, j'adore les paillettes, j'adore les licornes, j'aime le violet, le rose. Et c'est ok, en fait, c'est pas une contradiction. C'est juste que, je les aime malgré mon cheminement et ma déconstruction. Je me rends compte que j'aime vraiment ça. Et c'est pas grave, du coup, c'est ok. Enfin, je suis pas obligée, du coup, de renoncer au rose parce que le rose a été toujours donné aux filles. Ce qui compte, c'est que je sache que, je ne l'aime pas par stéréotype de genre, quoi. Et justement, j'avais, moi, une question par rapport à ça et à l'entrepreneuriat. En fait, souvent, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est un monde viril, où c'est un peu la chasse à l'homme, il n'en restera qu'un suivant le marché. Comment toi, tu fais pour vivre dans ce monde de licorne, puis entreprendre avec succès en même temps ? C'est assez drôle parce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2016-2015, le milieu était extrêmement masculin et j'étais très jeune, j'avais 19 ans, donc j'avais un peu la double peine d'être jeune seule aussi, j'entreprenais seule, j'avais pas d'associé. Et c'est vrai que je me sentais pas à ma place et très rapidement je me disais mais ça va être compliqué pour moi d'entreprendre comme ça parce que au-delà des autres entrepreneurs, c'est les banques c'était des hommes, les jurys c'était des hommes, partout c'était des hommes et je me dis mais c'est comment est-ce qu'on fait sa place quoi. Et puis il y avait ce truc de tout le monde est concurrent, on se donne pas les infos, on donne des chiffres mais que ceux qui nous vont et moi je suis quelqu'un de très transparente et c'est important pour moi d'avoir les bonnes infos puis je suis très chiffre donc moi balancer juste un chiffre je peux rien en faire donne-moi les autres marqueurs et du coup aujourd'hui avec le recul je me dis je pense que vu que je me plaisais pas et je me sentais pas que je pouvais m'épanouir et m'élever dans ce monde-là je me dis on va en créer un autre parallèle. Je pense pas que c'était aussi clair dans ma tête à ce moment-là et puis j'avais pas forcément les moyens les compétences pour le faire mais aujourd'hui je pense que c'est un peu ça qu'on a voulu créer. C'est un peu un monde parallèle où, puisque les codes qu'il y avait ailleurs nous plaisaient pas, on crée un espace, que ce soit, sur toutes nos activités, mais essentiellement avec le lieu, on crée un espace qui nous ressemble et en fait c'est ok d'avoir un monde un peu bisounours, un peu licorne, parce que ça fait du bien, parce que l'entrepreneuriat c'est déjà assez dur comme ça, la vie en général peut être assez dure et il y a pas besoin de mettre aussi un culte de performance, de réussite en permanence, de jamais montrer ses faiblesses. Et au contraire, c'est parce qu'on va montrer nos faiblesses, parce qu'on va être vraiment transparent sur nos chiffres, qu'on va pouvoir s'entraider, s'élever. Et c'est pareil sur le côté concurrence, qui est très 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 fort dans le milieu entrepreneurial, sur LinkedIn. Voilà, il y a un peu une LinkedIn mania. Oh là là, tout ce monde-là. Et nous, on essaye vraiment au quotidien d'expliquer par exemple à nos coworkers qui vont avoir le même type d'activité de dire il y a pas de concurrence en fait, il y a de la place pour tout le monde et au contraire travaillez ensemble vos offres pour vous différencier, pour arriver à bosser ensemble, pour vous amener de la clientèle etc. Et d'arrêter de c'est aussi un truc qu'on a beaucoup inculqué aux femmes, la compétition entre les femmes, la comparaison, si elle a fait un meilleur chiffre que moi, j'ai plus de place pour mon succès, alors qu'en fait c'est pas une qui réussit ou l'autre mais ça peut être plus et du coup c'est quelque chose qu'on essaye d'amener et je pense qu'on a voulu vraiment créer notre monde à nous et je pense que ça se verra à la soirée de ce soir que on reste dans un monde qui est très léger et on essaye d'apporter cette légèreté tout en étant militante mais un militantisme qui est accessible, qui est universel, qui est pédagogique et ludique, qui est facile à accéder parce qu'aujourd'hui beaucoup de femmes se sentent pas incluses dans le militantisme, pas concernées alors qu'en fait on les doute. Mais je pense qu'il faut aussi des espaces, c'est important qu'il y ait un flanc plus radical mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait des espaces plus accessibles et c'est ce qu'on essaie de créer. Ok, carrément. Justement avec l'Intrepid House donc qui est quand même très marqué déjà visuellement quand on arrive, c'est une maison pour un petit peu se faire une idée visuelle, c'est une maison avec un étage, il y a des espaces marqués, il y a des espaces de rencontre, il y a une cuisine ouverte. En fait, c'est quelque chose d'assez ouvert et en même temps, j'ai cette sensation qu'on peut ici venir en refuge et justement se créer un petit peu il y a le concept de la chambre à soi de Virginia Woolf qui est quand même très parlant. Donc le concept c'est de dire que les femmes qui entreprennent, qui créent ont besoin d'un espace hors de leur rôle de femme pure et dure. C'est un concept qui date du dernier siècle mais qui est totalement à jour je trouve. Est-ce que l'idée de l'Intrepid House, c'est aussi de créer un petit peu cette chambre à soi pour les femmes? Complètement. L'idée déjà, c'était d'avoir un espace qui est à la base une habitation. On voulait vraiment qu'il y ait une salle de bain, une cuisine, qu'on ait vraiment l'impression d'être chez soi. On dit toujours aux gens qui arrivent bienvenue à la maison. C'est vraiment ce sentiment où on veut un espace où les personnes qui viennent se sentent en sécurité, libres d'être elles-mêmes, libres d'exprimer leur état émotionnel du moment.
C'est un espace où on accueille les chiens, c'est un espace où on fait en sorte qu'il y ait aussi une compatibilité avec les enfants. On a beaucoup d'entrepreneurs, femmes qui sont freinées par leur rôle de maman et la charge qu'elles ont en tant que maman pour entreprendre, pour être dans des espaces de coworking, pour avoir du temps pour avancer sur leurs projets. Et c'est déjà arrivé plein de fois que des coworkers disent là j'ai ma fille, c'était pas prévu, elle vient avec, on imprime des coloriages, enfin même là notre soirée elle est totalement kids friendly, pas juste kids friendly, on a pensé des jeux pour les enfants parce qu'en fait sinon la plupart des coworkers n'auraient pas pu venir et du coup je pense qu'il y a aussi ce code à déconstruire que on peut être productif, on peut travailler, on peut vraiment avancer tout en étant dans un espace qui inclut le perso. Et la maison elle est volontairement divisée avec des espaces qui sont clos pour des temps de concentration, etc., des espaces qui sont ouverts, de pouvoir travailler de partout. Et dans nos abonnements c'est aussi réfléchi que il n'y a pas de durée de validité. Et l'idée c'est que jamais personne ne vienne par contrainte, par peur de perdre son abonnement, perdre l'argent qu'elle a investi ici. Si la personne elle a pris 10 demi-journées, qu'elle met 2 ans à les utiliser, c'est pas grave, parce que les moments où elle est venue, elle était pleinement là, elle avait envie d'être là et ça collait avec son contexte. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, d'être un lieu qui crée pas de contraintes, nous notre lieu on se rémunère, on rentabilise, on se rémunère pas avec le coworking. Il est vraiment accessible et libre, et après on va avoir d'autres activités qui sont rémunératrices. C'est d'ailleurs le mantra d'Intrépide. On a 70% d'activités rémunératrices et 30% basées sur du bénévolat, du mécénat ou autre. Et là, c'est, je pense, quelque chose qui est important aussi, c'est des fois de pas mettre des contraintes là où, il y en a déjà suffisamment de partout, et que y ait pas de contraintes dans le lieu et qu'on vienne toujours dans de bonnes dispositions, et parce qu'on en a envie, et qu'on est libre et qu'on a l'esprit disposé, quoi. En tout cas, vous faites tout pour. Exactement. Le lieu est vraiment super pour, je pense, être disposé et être 100% à ce qu'on fait et pas à la maison ou justement avec d'autres contraintes. D'ailleurs, en parlant de contraintes, du coup, je trouve que la transition est pas trop mal. En fait, vous avez aussi, Intrépide Studio. Oui. Qui est une marque de vêtements non genrés inclusive. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement ? Ouais, bien sûr. Du coup, en fait, cette marque, nous, on n'est pas du monde du prêt-à-porter, de la mode ou du textile. Donc, à la base, on avait vraiment notre agence. Sur l'agence, on avait ouvert un compte Instagram média pour vraiment sensibiliser à nos sujets et nos thématiques inclusives, queer, féministes, avec un univers graphique qui était très fort. Beaucoup d'illustrations, et du coup on a commencé à avoir des petits messages de personnes qui disaient mais cette illu sur un tote bag ou sur un t-shirt elle serait trop belle. On bossait beaucoup avec des marques de prêt-à-porter avant aussi d'être une agence féministe, et on s'est quand même dit ok, il y a beaucoup de choses à faire dans le prêt-à-porter, on va créer quelque chose qui nous ressemble, avec lesquels on est alignés. On prétend pas réinventer la mode, on n'a pas fait une marque mode. Par contre, on a fait une marque qui est un outil de communication. Donc en fait, on propose des vêtements qui sont mixtes. Donc quand on dit non genré, c'est pas des coupes hommes qu'on adresse à tout le monde, mais c'est vraiment des coupes qu'on a pensées pour toutes les morphos et tous les corps. On a des coupes qui sont plus sur les codes sociaux féminins, qui peuvent être courtes ou des choses comme ça. Par contre, n'importe quelle épaule, n'importe quel buste peut rentrer dans le vêtement. Donc on va jusqu'au 5XL. On a 8 tailles, donc les coupes mixtes, et tous les vêtements revendiquent un message de façon plus ou moins subtile ou douce, avec des couleurs qui sont pas trop flash, mais en tout cas qui sont vivantes, qui sont positives, qui font que tu te sens bien et qu'elles peuvent te valoriser. Et voilà, du coup, vu qu'on sait pas faire les choses en petit, on a sorti tout de suite une collection de 24 pièces. C'est super. Alors que c'est pas, on s'était dit, on va faire 2 t-shirts et 2 tote bags. Mais finalement, on voulait tellement adresser de messages, tellement adresser de coupes et de choses qu'on pouvait pas faire à moitié. Enfin, je pense que des fois, faut être aussi jusqu'au boutiste quand on fait ce genre de projet. Et voilà, du coup, en septembre 2021, on a lancé la marque. C'est super chouette. J'ai vu d'ailleurs pour l'occasion que vous étiez allé au Maroc, ou tu es allé au Ouais, Maroc. on y a été 2 fois. J'y ai été une première fois pour visiter, parce que du coup, on fabrique au Maroc pour garder un prix qui est abordable. Aujourd'hui, une marque qui est inclusive, c'est pas que par la taille, c'est aussi un prix qui... Voilà, pas un t-shirt à 60 €. C'est pas une question de taper sur les autres marques, mais nous, en tout cas, notre volonté, c'était de pouvoir la cible qu'on adresse, qui est une cible discriminée, sexisée, racisée. C'est pas toujours une cible qui a la possibilité de mettre ce budget-là. Donc, c'était important pour nous. Et l'impact social était plus fort, entre guillemets, que l'impact environnemental, même si on a des vêtements coton bio. Enfin, on fait quand même attention à être clean sur cette partie-là. Du coup, on a trouvé cet atelier au Maroc que j'ai été visiter parce que c'était important
d'être sûr qu'on était alignés, que que l'atelier était cool, que les conditions de travail étaient bien et d'avoir un contact direct. Du coup, j'ai été sur place, j'ai adoré l'atelier, j'ai adoré le fondateur de l'atelier, j'ai pu rencontrer la déléguée du personnel, c'était incroyable, c'était génial. Du coup, on a signé direct. Et puis, l'année dernière, on est parti en team building, du coup, avec toute l'équipe au Maroc, pour que toute l'équipe puisse aussi s'imprégner du lieu, s'imprégner des personnes qui fabriquent nos vêtements, voir ce que ça donne. Et puis, on a aussi fait, du coup, un tournage sur place pour pouvoir aussi montrer à la clientèle, comment ça se passe, la fabrication d'un vêtement Intrépide. Parce que c'est important, encore une fois, d'être transparent jusqu'au bout, quoi. C'est super, la transparence est aussi un pilier justement des choses qui sont à travailler dans le féminisme et voilà, de montrer du vrai. Alors il y a beaucoup d'influenceuses justement qui parlent de montrer le vrai et j'ai trouvé ça très chouette justement de partager c'est quelques photos, même une description, mais tout de suite on se sent un peu plus proche de ce qu'on peut porter, contrairement à la fast fashion, on s'approprie pas du tout le vêtement, d'ailleurs on le vend ou on le jette quelques mois après. En fait, justement, par rapport à ça, au marketing, à toute la communication que vous faites, communication et féminisme, historiquement, ça va pas ensemble, en fait. Est-ce que toi, tu constates une évolution quand même dans le marketing ? Surtout qu'avec l'agence, j'imagine que vous avez quand même quelques marques qui souhaitent changer les choses, mais de manière générale, comment tu ressens les choses ? Je pense qu'il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place. Souvent, la question, c'est savoir si c'est sincère ou pas. Nous, finalement, ça nous intéresse pas tant de savoir si c'est sincère. Nous, on réfléchit, notre seul KPI, si on reste dans le marketing, c'est l'impact. Et si Calvin Klein fait une pub avec des mannequins qui ont des poils sous les bras, qui font un 46, un 50, qu'ils l'ont fait parce que s'ils surfent sur la vague ou pas, c'est des millions de personnes qui vont voir leur pub, qui vont pouvoir s'identifier et se décomplexer. Donc nous, c'est surtout ça qui compte. Et pendant longtemps, c'était une réflexion aussi de savoir avec qui on travaille. Est-ce qu'on accepte de travailler avec des personnes où on se dit que c'est pas sincère ? Et en fait, maintenant, notre seul regard, c'est quel impact ça va avoir et est-ce qu'il vaut mieux le faire avec nous ou nous, c'est authentique et on va essayer de le faire le mieux possible, ou est-ce que c'est mieux qu'il le fasse avec une autre personne qui va peut-être faire ça maladroitement, parce que c'est déjà arrivé des campagnes de sensibilisation à l'homophobie, mais qui sont qui sont clichés, ultra maladroites, ultra clichés, et tu te dis bon, l'initiative était bonne, mais peut-être faudrait revoir la manière de le faire. Donc il y a ça aussi, et du coup oui, je pense que les publicités sont en train de changer, et je pense que d'ici quelques années, même une marque qui en a rien à faire pourra plus se permettre. C'est comme l'écologie en fait. L'écologie au départ, c'était on reverse 0,1 centime, etc. Maintenant ça n'existe. Enfin, une marque peut plus se lancer. Elle peut exister puisque Shein existe encore, mais une jeune marque ne peut pas se lancer sans avoir un regard sur son impact environnemental. Je pense que plus tard, dans quelques années, ce sera la même chose sur la diversité, sur l'inclusion, sur la représentation, et que on pourra plus faire des pubs sexistes comme on le faisait il y a 20 ans, quoi. Quand même, j'ai vu là le groupe U pour la fête des mères qui proposait des réductions sur les électroménagers. Bien sûr, et puis la journée de la femme parce qu'on a des fleurs et des aspirateurs. Voilà. Je pense que ça va encore perdurer, surtout sur des grandes enseignes et les grands groupes. Mais petit à petit, je pense quand même que les choses sont en train de changer. Il y a encore un boulot monstre à faire, mais j'ai espoir que dans 10-15 ans, ce soit normalisé et qu'en fait, maintenant, Puis il y a un truc tout bête, c'est qu'en fait, dans 10-15 ans, aussi, toutes les équipes se renouvellent, en fait. C'est la nouvelle génération qui va aussi créer ces publicités avec une conscience qui est plus forte, un éveil qui est plus forte que la génération précédente. Et du coup, naturellement, en fait, ce sera même plus... les idées viendront même plus, en fait, de faire ce genre de choses. Carrément, je pense qu'il faut aussi placer un peu d'espoir en la jeunesse, qui est parfois un petit peu discréditée, mais qui a quand même énormément d'idées, notamment sur la mode. On dit que la mode est un peu vecteur justement de toutes les injonctions que les femmes ont subies, surtout au cours l'après-guerre, c'était l'explosion de la mode, du fast fashion, de changer vite, rapidement, et puis surtout de mettre des choses d'une telle forme, d'une telle couleur, avec un tel décolleté ou une telle longueur de jupe qui d'ailleurs change toutes les décennies. La mini-jupe dans les années 70 pour arriver à la jupe longue dans les années 2010. En fait, il y a jamais vraiment il y a toujours des injonctions, mais il y a jamais vraiment de règles écrites et dites dans le temps. Est-ce que pour toi, la mode inclusive, elle est nécessaire justement au combat féministe et à l'inclusivité ? Je pense que la façon de s'habiller, c'est politique. Tout comme l'intime est politique. Enfin, je pense que finalement, tout est outil.
Et nous, c'est ce qu'on propose avec Intrépide. On dit qu'on a un écosystème d'outils. En fait, on propose un projet qui a des valeurs, et après, on a un outil pour les pros, un outil pour les entrepreneurs, un outil pour le grand public avec les vêtements. Mais ouais, l'idée, c'est d'arriver à proposer au quotidien un vêtement qui est un outil d'expression, un outil de revendication, mais aussi un outil d'appartenance à une communauté, à un mouvement, tout en restant en sécurité, parce que le but, c'est des remarques qu'on a aussi pu avoir, des discussions sur le but, c'est pas de mettre en danger les personnes qui vont porter nos vêtements parce qu'elles revendiquent un message qui peut malheureusement déclencher des réactions. Du coup, ouais, il y a vraiment, comme je disais, on réinvente pas la mode. On est justement pas du tout parti sur des formes ou des coupes qui sont novatrices ou qui veulent créer une nouvelle tendance, mais beaucoup plus se baser sur le fond du message. Et sur en fait l'appartenance au mouvement dont Intrépide fait partie, et le côté communautaire aussi, c'est dire sur nos vêtements on a des signes très reconnaissables, on a toujours un petit éclair, enfin ils sont assez reconnaissables, et du coup c'est aussi je croise quelqu'un qui est habillé comme ça, genre je sais que je suis alignée entre guillemets avec les valeurs, même s'il y a des personnes qui consomment sans forcément connaître la marque, mais du coup c'est assez chouette. Là on est rentré aux Galeries Lafayette. Et ça aussi, c'était une étape assez intéressante. Quand on a lancé la marque, on s'est dit, on souhaite pas du tout aller dans ce type de revente. Et en fait, franchement, quand je vais sur le corner Intrépide aux Galeries, que je vois comment les gens réagissent, et le public des Galeries Lafayette, mais je me dis, mais c'est une victoire immense de créer les réactions, parce que c'est sûr que c'est pas que de l'adhésion, mais justement de questionner, d'avoir une curiosité dans un lieu où on s'attend pas à trouver une marque comme ça. Et je crois que c'est ce qui nous plaît, c'est encore là de casser les codes, de pas être là où on nous attend, et de s'adresser à des publics. Enfin, des fois, on a des dames de 70 ans qui portent du Intrépide, et ça, je me dis, mais c'est génial, parce c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à les adresser. Alors que mais l'inclusivité, effectivement... Exactement. Alors qu'elle-même, du coup, s'approprie la marque, la porte, et enfin, je trouve ça incroyable. On a des histoires, une jeune fille qui avait acheté un t-shirt Métro Boulot Vibro qu'elle a offert à sa mère pour son divorce, enfin, mais des trucs, mais genre, je trouve ça génial. Il y a une façon plus simple aussi. Intrépide Studio, c'est une marque qui s'offre beaucoup. On a beaucoup de personnes militantes, engagées, qui vont vouloir offrir la marque pour faire passer un message un petit peu différemment à des amis, à sa famille, et ça, je trouve que c'est un super outil, quoi. Ouais, ça fait partie du coup de tout l'écosystème justement que vous proposez. Est-ce que justement le féminisme pour toi c'est un écosystème? Ouais, complètement. C'est un écosystème de ouf, avec de l'assaut, avec du plaidoyer, avec... on est beaucoup des militants, des influenceurs, influenceuses, des médias, des entreprises, évidemment, des marques, etc. Donc, c'est un écosystème qui est très vaste et à la fois très proche. Parce que nous, on le voit avec nos différentes activités, en fait, tout se synergise tout le temps et on rencontre toujours, finalement, les mêmes personnes qu'on va croiser à des événements ou sur des prises de parole. Et oui, clairement, c'est un écosystème qui se renforce et qui est génial. Enfin, c'est justement un peu dans cet esprit d'écosystème. Tu parles de féminisme intersectionnel. Donc pareil pour les personnes qui nous écoutent, le concept du féminisme intersectionnel, c'est d'expliquer qu'il y a plusieurs féminismes et il y a plusieurs manières aussi de le vivre. En fonction de notre genre, mais aussi de nos origines, de notre apparence physique, de notre histoire, de notre santé mentale. Enfin, tout se rejoint. Et en fait, finalement, les femmes qui sont la moitié de la population mondiale, mais aussi qui ont été considérées comme une minorité, peuvent être une femme, mais aussi une autre minorité, c'est-à-dire une minorité queer, une minorité racisée. Comment Intrépide adresse en fait le féminisme intersectionnel? Je pense que déjà, la première étape, c'est de conscientiser ses privilèges. Quand on a créé Intrépide, très rapidement j'ai pris conscience que j'étais une femme, j'avais des discriminations de femmes, un vécu, etc. Mais en fait je connaissais pas ce que c'est que d'être racisée, ce que c'est que d'être discriminée parce que je suis en situation de handicap, enfin voilà. Et du coup je me suis dit mais il y a plein de luttes qui sont corrélées, puisque le but, c'est ce qu'on a dit au début, c'est vraiment de militer contre les discriminations et les oppressions au sens large. Bien sûr que le féminisme en fait partie, mais loin de là. C'est pour ça qu'on insiste souvent sur inclusion, diversité, mixité sociale. Tous ces sujets, en fait, qui sont dominés par
le même système patriarcal avec les mêmes conséquences, mais on a aussi des hommes victimes de ce système patriarcal, que ce soit dans la communauté queer, mais pas que. Et du coup, l'idée, c'est de prendre conscience de ces privilèges, de savoir aussi être humble et en retrait. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise qui marche, je suis privilégiée pour ça, et je peux pas prendre tout l'espace. C'est pour ça que sur Intrépide, on est très peu en avant. C'est pas, on shoot pas pour les photos produits, ou très rarement, parce que des fois ça arrive que on est trop dans le jus, mais on shoot quasiment jamais pour les photos, on se montre peu. On va montrer les backstage, mais l'idée c'est pas Intrépide, c'est l'histoire des autres, c'est pas notre histoire. Même si elle nous a menés à créer ça, c'est vraiment laisser la place aux autres, prendre conscience que il y a d'autres discriminations et qu'il faut en parler, et laisser ces personnes-là concernées en parler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi appris, parce qu'au tout début, je voulais traiter tous les sujets, et j'avais l'impression que je les connaissais suffisamment pour les traiter. Et très rapidement, je me dis, mais en fait, t'es en train de... Il y a tellement de choses à explorer. Ouais, et puis c'est surtout que t'es en train de prendre la parole pour d'autres, alors que t'as même pas vécu ces choses-là, et même si ça partait d'un bon sentiment, c'est vraiment une prise de recul pour se dire, ok, je veux parler de racisme, et ben à qui je peux donner la parole. Je veux parler de PMA, à qui je peux donner la parole. Et tous ces sujets, on a vraiment commencé à se dire, ok, nous on peut se renseigner, apprendre à être des bonnes alliés, mais pour autant on n'est pas concernés. Et ça, c'est encore un autre chemin, mais qui est hyper important. Et ouais, enfin, je pense qu'aujourd'hui, ce serait très difficile d'être féministe sans être féministe intersectionnelle. Et on va le voir ça par exemple dans le choc des générations, où souvent on va rencontrer des femmes d'une 50aine d'années féministes, mais on va dire l'ancien féminisme très girl power, les femmes, etc., mais qui finalement prennent pas du tout en compte toutes les autres luttes, vont pas comprendre la lutte queer ou toutes ces choses-là. Et je me dis voilà, c'est l'évolution de maintenant, d'aller plus loin et plus d'avancer ensemble contre un système qui opprime, mais finalement pas que les femmes, quoi, enfin, qui oppriment, et puis qu'il y a des femmes qui sont particulièrement opprimées parce qu'elles ont plein de sujets qui fonctionnent pas dans la société, quoi, qui aujourd'hui sont pas acceptés. Typiquement, là, je lisais, au cas où si ça te donne des recommandations lecture, Anan Karimi, qui a écrit La femme musulmane n'est pas une femme, où justement elle explique que c'est double peine. Et alors si une femme musulmane porte le voile, alors là c'est, en fait, elle devient l'objet d'un débat. Et c'est pas ce qu'on cherche à faire non plus avec le féminisme. On cherche pas à mettre quelqu'un en place de débat, mais justement à l'inclure. Est-ce que toi, t'as eu des modèles justement pour faire cette prise de recul et te rendre compte que le féminisme est intersectionnel? Je sais pas si c'est un ou une modèle en particulier. Je pense que c'est plus à force de baigner dans l'écosystème, d'écouter des podcasts, de lire des livres, de rencontrer des personnes et de prendre conscience que en fait c'est beaucoup plus global. Je pense que petit à petit ça a mûri dans ma tête. Après, je pense aussi qu'il y a beaucoup de pédagogie, que ce soit sur les travailleuses du sexe, que ce soit sur justement le voile, de pédagogie, ou sur les personnes trans. Tous ces sujets qui peuvent aussi diviser dans le féminisme, c'est vraiment de prendre juste l'humain et de dire, mais à partir du moment où il y a une exclusion, est-ce que on peut parler du coup de féminisme intersectionnel? Enfin, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, moi, mon féminisme, il inclut toutes les femmes. Et effectivement, il y a plein de choses que j'ai à redire dans le milieu du sexe, du porno ou autre. J'ai plein de choses à redire, mais en aucun cas, j'ai envie d'exclure ou de blâmer des femmes qui sont dans l'industrie aujourd'hui. Mais j'ai plus envie de faire changer un système qui les rendront plus safe dans un futur proche. Et ça, je pense que c'est aussi un autre schéma, c'est de dire que la vraie sororité, le vrai, pour moi, féminisme, ça demande pas forcément de comprendre ou d'être ok avec tous les choix de toutes les personnes, mais au contraire de se dire en fait c'est ensemble qu'on va faire avancer les choses. Moi, ça m'arrive plein de fois d'avoir des nanas en face de moi qui sont misogynes, qui limite me tapent dessus, et en fait elles sont juste, quand j'ai une nana qui me dit mais moi je suis tellement heureuse de cuisiner, de m'occuper de la maison pour mon mec et qu'il ait pas cette charge et que lui puisse rentrer du travail tranquille, etc. En fait je vais pas la juger ou la blâmer, elle est victime du même système que moi et elle prendra son temps pour faire son éveil ou pas.
Et peut-être que c'est pas elle qui fera son éveil, et peut-être qu'elle se plaira dans ce système-là toute sa vie. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi de trop se taper dessus, de trop faire des distinctions. Et ça peut être un peu dur dans le milieu militant. Et nous, c'est un sujet qu'on a vraiment eu, puisqu'on reste une entreprise. Donc on est trop militante pour le grand public, pas assez militante pour certaines militantes, mais c'est finalement c'est ok, bah nous on le fait à notre façon et c'est tout. Je sais qu'on remplit pas toutes les cases de tout le monde, mais ce qui compte c'est que ça respecte nos valeurs et voilà. Et après bah oui, on sera jamais aussi militante que des assos et on sera toujours trop engagé pour certaines entreprises, mais c'est peut-être que voilà, il y avait pas. En tout cas, c'est notre place à nous. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça quoi. Oui, et cette place du coup. Qui a l'air quand même relativement bien définie. Est-ce que tu as décidé de la prendre assez tard dans ton processus entrepreneurial ou est-ce que ça a été tout de suite une volonté en tout cas de prendre une place à part? Bah là, maintenant qu'on fait le bilan, j'ai envie de te dire que oui, c'était assumé, mais je pense qu'en fait c'était pas si clair. Enfin, mon tout premier projet qui était, il était féministe, je me rendais même pas compte qu'il était féministe. J'aurais jamais mis le mot féministe dessus. C'est maintenant que le recul, je me dis ah bah en fait c'était clairement féministe. Mais sur le moment, j'étais bah non, c'est un constat. Du coup non, je pense que ça a pas été super fluide dans ma tête au début. Et c'est plus où j'ai écouté plus mon instinct ou les envies que j'avais pour l'entrepreneuriat et surtout de créer un modèle qui me convient à moi. Typiquement, quand on parle de chef d'entreprise avec des équipes de management, bah en fait moi je me reconnaissais jamais là-dedans. Je me dis mais moi je serais jamais capable en fait. Je veux une entreprise, je veux monter, je veux avoir des collaborateurs, des collaboratrices, mais moi je vais pas être capable d'être dure, d'être toujours derrière quelqu'un. Enfin, mon tempérament est pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un qui est assez doux. J'ai beaucoup de mal à dire les choses qui vont pas. Et du coup, je me dis, mais enfin, c'est fou. Donc, si je rentre pas dans cette case, du coup, je le fais pas. Ou est-ce que du coup, bah, je vais le faire un peu à ma sauce. Donc, je l'ai clairement fait juste à ma sauce. Et quand tu te fais entourer et que les gens font des retours en mode, mais ça va pas la tête, mais faut pas que tu dises ça à tes salariés, t'es trop transparente, tu peux pas donner tous tes chiffres, et puis tu peux pas prendre des décisions tout ensemble. Et bah, j'étais, mais en fait, je sais pas faire autrement, sinon je le fais pas. Donc, c'est comme ça. Et des fois, peut-être ça marchera pas. Des fois ça marchera, ça dépend des personnes aussi que j'aurai en face de moi. Mais du coup je pense que c'est plus où j'ai suivi mon fonctionnement et que petit à petit bah, je me suis rendu compte que ça faisait écho à plein de personnes et qu'en fait bah, ça pouvait être un nouveau mode de fonctionnement qui était déjà existant ailleurs aussi. Hein. Mais ça s'est plus fait comme ça et aujourd'hui je peux mettre des mots sur dire bah, ok on casse les codes comme ça, on fait ça comme ça, mais parce qu'il y a du recul. Mais je pense que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat à 19 ans, j'avais pas du tout des mots clairs sur tout ça. Enfin... Oui, ça s'est éclairci un petit peu au fil de l'eau. Complètement. Aujourd'hui, c'est totalement clair. Ah oui, aujourd'hui, c'est plus que clair. Je pense que c'est clair pour toutes les personnes qui voient parler d'Intrépide. Tout à fait. Je confirme, c'est assez clair, on peut pas se tromper. Et justement, un petit peu par rapport à ce ressenti autour de l'entrepreneuriat, comment tu l'as vécu, je me suis renseignée. En fait, il y a une étude de 2009 qui dit que 50% des chefs d'entreprise ont au moins un parent indépendant. Est-ce que toi, tu as été entourée justement dans cette aventure ? Alors moi, je pense que ça fait complètement partie de mes privilèges. C'est que j'ai un papa entrepreneur qui a toujours entrepris et qui nous a toujours beaucoup partagé, qui nous a fait choisir ses logos, qui nous a montré plein de choses. Et donc, je baigne dedans depuis toute petite. Donc, en fait, c'est vrai que du coup, ça m'a enlevé plein de barrières. J'ai jamais eu peur d'entreprendre, j'ai jamais eu peur d'emprunter, Enfin, c'était vraiment une vocation, genre je savais que je voulais faire ça, je savais pas quel projet j'aurais, mais c'était pas grave. Et j'avais un papa qui était là et qui me... alors, à sa façon, dans son modèle. Aujourd'hui, on est beaucoup plus éloignés sur nos façons de gérer nos entreprises. Mais en tout cas, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce soutien, une personne à qui je pouvais en parler et un modèle avec lequel j'ai grandi. Donc je pense que ça c'est un privilège qui est énorme parce que aujourd'hui on forme pas les femmes à entreprendre au risque, c'est un rôle qu'on laisse aux hommes et du coup elles doivent 2 fois plus se battre pour prendre ce rôle-là et j'avoue que moi j'ai pas eu à le faire, en tout cas dans mon cercle familial. J'ai eu à le faire parce que ma première boîte, dès que je voulais un emprunt on me le donnait pas, par contre si je venais avec mon père on me le donnait, on s'adressait qu'à lui. Alors que c'était moi la chef d'entreprise, c'était mon entreprise, on s'adressait qu'à lui, on parlait qu'à lui. Et sur le moment, je voyais que ça me gênait, mais je prenais pas conscience que c'était sexiste. Enfin, je voyais que c'était pas ok, mais je me dis bah peut-être parce que je suis jeune,
Peut-être parce que lui, il a l'expérience, alors qu'aujourd'hui, je me dis, mais en fait, non, j'avais juste un public ultra sexiste, macho, qui entend en mode, la petite nana, elle a 19 ans, elle va pas monter la boîte toute seule, heureusement qu'il y a son père derrière. Non, mais c'est Au très final, cliché, mais on a planté la boîte, hein. Non, Donc, mais voilà, papa ou pas, enfin, ça peut planter, quand même arrêter, en planter, tout cas. il y a pas de, Ouais. il y a pas de règle, en fait, sur Ouais, l'entrepreneuriat. donc je pense que j'ai quand même été assez épargnée. Et vu que j'étais ultra déterminée, je me suis jamais trop dit, enfin voilà, je me sentais pas bien dans un coworking puisque c'était trop masculin, bah ok, je vais ailleurs, ou je vais chez moi, enfin Incubagem, ils me prennent pas jury d'homme parce que projet féministe, bah ok, je retourne dans 6 mois. Enfin, pour le coup, je pense que j'ai été assez épargnée de tout ça. Je voyais bien les choses qui allaient pas. Je savais que c'était parce que j'avais eu un jury d'homme. Enfin, j'avais conscience de ces choses-là, mais pas aussi clair que maintenant, si je devais revivre les choses. Et effectivement, j'ai pris conscience des barrières que les femmes que je côtoyais avaient, que j'avais pas forcément eu. Et là, je me suis dit, ouais, ok, genre, il y a quand même vraiment un truc, hein, ça fonctionne pas. Maintenant, j'ai quand même conscience de toutes les rôles les rôles sociaux, etc. Et du coup, je pense pas que ça part de mon propre vécu, mais plus de mon empathie, de ma sensibilité sur le vécu des autres, où je me suis dit, je veux proposer des solutions aux autres femmes, en fait. Tu t'engages pas uniquement pour toi, en fait. Ah, mais je pense que je m'engage même pas du tout pour moi. Enfin, tu vois, tu parlais de la vidéo fraîche, c'est quelque chose que je mets jamais en avant, mon témoignage, mon histoire, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je me sens privilégiée, je vais bien, je suis entourée, j'ai une super boîte, j'ai un écosystème qui est génial. Enfin, j'ai pas du tout envie de faire du pathos à raconter quand j'avais 15 ans, ça fait partie de mon histoire, donc c'est là et je l'assume, il y a aucun problème. Mais en fait, là, ce que je fais, c'est pour les autres, c'est pour le collectif, c'est des trucs tout bêtes, mais il y a un vrai questionnement quand t'es une femme chef d'entreprise qui est militante sur qu'est-ce que tu votes. Est-ce que tu votes pour le collectif, pour les sujets sociaux, ou est-ce que tu votes pour des personnes qui vont faire des lois pour les entrepreneurs, des choses comme ça. Mais en fait, la question est très rapidement répondue, c'est que moi, j'ai suffisamment de privilèges. J'ai pas besoin qu'on fasse des lois pour moi. J'ai besoin qu'on fasse des lois pour les autres, pour que les choses, elles avancent. Et je pense que c'est aussi un traitement dans sa tête à faire, de se dire, OK, aujourd'hui, mais tout comme, enfin, dans le militantisme, dans les assos, c'est ça, c'est vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour que les autres aient un monde meilleur, en fait. Pas pour que moi, j'ai un monde meilleur. En fait, mon chemin, il est, entre guillemets, il est fait. Ma génération changera pas, donc et j'ai conscience aussi de que j'ai quand même une place qui est privilégiée et que je sais plus comment je peux m'en servir pour faire plus pour d'autres personnes. C'est assez fou en fait de se dire d'avoir en fait le recul de se dire j'ai ces privilèges là, qui ne les a pas et comment je fais en fait pour que tout le monde soit un peu sur le même pied d'égalité. Par rapport à tout ça et à cette prise de parole, donc j'ai remarqué et je t'ai demandé plusieurs fois si c'était ok d'en parler. Hello, je me permets juste d'intervenir dans votre écoute pour éclaircir mon propos. La question qui suit concerne la prise de parole de Justine dans le Média Fraîche, dans laquelle elle raconte l'agression sexuelle qu'elle a subie à l'hôpital alors qu'elle avait 15 ans. T'en parles pas, tu le mets pas en avant et c'est pas une victimisation, c'est quelque chose, je le dis parce que peut-être que d'autres personnes ont besoin de m'entendre et de savoir que ça existe, que ça peut arriver, mais qu'il y a toute une reconstruction qui se fait derrière. En fait, est-ce que ça s'apprend un petit peu, cette reconstruction, cette résilience, il faut mettre le mot. Ouais, c'est clairement de la résilience. Effectivement, encore une fois, c'est pas quelque chose que je mets beaucoup en avant parce que certes, c'est forcément un moteur et c'est forcément une envie de me dire j'ai envie que si demain j'ai une fille, elle grandisse dans un monde différent du mien. Mais je pense que vraiment intrépide dans les valeurs, on a quelque chose sur sur être humble et modeste. Enfin, je le répète, c'est pas nous qui devons briller. Donc forcément, je vais prendre la parole. Enfin, forcément, je vais être porte-parole d'Intrépide, donc je vais être mise en avant, mais pas plus que nécessaire. Je pense qu'il y a ça aussi. Le but, c'est pas non plus d'être dans l'ombre et de pas véhiculer nos messages. Le but, c'est de faire rayonner Intrépide. Mais par exemple, quand on a des articles de presse et que tout est orienté sur moi, mais je dis, vous avez pas compris Intrépide, en fait. C'est tellement pas ça. Genre, même quand on parle, c'est un article de presse d'entrepreneuriat, à chaque fois, c'est Justine, elle a fait ça. Non, on a fait ça. J'ai toujours eu une équipe. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui va me déranger parce que je pense qu'on faut pas tomber dans la survalorisation, dans le côté même rôle modèle élite
qui me plaît pas du tout. Enfin, moi, j'ai envie d'être... Si je dois être un rôle modèle, je veux être un rôle modèle qui est accessible, qui est réalisable, qui est transparent et qui est pas... où je déteste les articles où Justine sortie de J'aime, nanana. Mais moi, j'ai détesté être à J'aime. Genre, c'est vraiment pas un faire-valoir, quoi. Au contraire, j'ai encore plus pris conscience de ce monde élitiste, de ce monde sexiste, etc. Même si J'aime est en train de changer et fait plein de choses. Et encore la semaine dernière, j'intervenais là-bas pour parler d'entrepreneuriat engagé, etc. Mais moi, à mon époque, J'aime, c'était un monde où je me suis sentie pas safe et j'ai pas aimé. Et au contraire, aujourd'hui, ça m'a ouvert l'esprit que les grandes études, tous les profils se valent et tous les projets scolaires et les parcours scolaires se valent. Et ce qui compte, c'est la personne. Et du coup, voilà, c'est pas quelque chose qu'on valorise. Au contraire, on veut plutôt raconter les histoires des autres personnes. Mais après, c'est là, et j'ai aucun problème à en parler. Ça reste quelque chose qui m'a concernée et qui a aussi forcément orienté à la fois mon choix de féminisme, à la fois mon choix aussi sur le prêt-à-porter, sur les corps, sur la publicité, sur les gens qu'on représente. Parce que j'aurais aimé grandir avec d'autres publicités. Mais c'est pas un étendard, ça c'est sûr. Et c'est plutôt bien, en fait, de se dire ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas moi. Ce n'est pas que moi. Bah, en fait, je comprends complètement et j'admire énormément les femmes qui vont avoir leur histoire comme étendard et c'est génial. Mais moi, aujourd'hui, ça appartient au passé. C'est là, ça fait partie de moi et ça a changé plein de choses en moi et c'est chouette. Mais encore une fois, c'est pas mon étendard. Notre étendard, c'est toutes les autres personnes. Donc voilà. Ouais. Et est-ce que justement, parce que tu dis, voilà, vouloir mettre en avant le travail d'équipe, les autres, pas forcément toi, est-ce que tu arrives quand même à te féliciter de tes victoires? C'est pas mal comme question. Je suis très fière d'Intrépide. Je suis très fière de ce qu'on fait. J'aime venir chaque jour, rencontrer des personnes chaque jour. Après, je suis fière, mais je suis fière de nous, de toutes les personnes qui sont passées par Intrépide, de tout ce qu'on a construit ensemble. Oui, je pense que je suis fière de moi, de ce que j'ai fait, mais j'ai rien fait toute seule. Enfin, quand bien même quand j'étais seule dans la boîte, j'ai toujours, tu vois, été dans des réseaux, dans des incubateurs, j'ai toujours rencontré des gens, et c'est toutes ces rencontres qui font que tu as atterri à ce qu'on est aujourd'hui. Mais ouais, après ouais, je suis fière. Par contre, c'est vrai que c'est pas toujours évident à porter non plus. De pas être juste l'entrepreneur qui a créé Intrépide. C'est quelque chose qui va vite me gêner en fait, parce que encore une fois, enfin déjà je suis pas que ça, même si ça prend une énorme temps partie et d'énergie, ouais, et puis de place dans ma tête, évidemment. etc. Mais c'est pas que ça. Et tu vois, je pense à un truc tout bête, aussi des stéréotypes qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat. Enfin, si on peut donner un peu de place aussi au perso, tu vois, quand t'es sur Tinder et que tu dois parler de ce que tu fais, comment tu dis ça? Comment tu dis à quelqu'un que tu rencontres, voilà, j'ai créé Intrépide, j'ai 10 salariés, on a une maison à l'île verte. Enfin, comment est-ce que tu amènes les choses qui justement n'écrasent pas l'autre, qui donnent suffisamment de place et qui sont... Enfin, c'est super dur en fait. Des fois, c'est très très dur c'est très dur, non, on dirait que non, je suis pas du tout là pour me plaindre. Mais c'est plus dans le sens ça peut être compliqué à amener, on est une jeune génération où il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de personnes qui vont mais même ici quand les filles viennent, j'ai pas du tout envie qu'elles soient impressionnées en fait. De se dire enfin on sait qu'on fait se côtoyer plein de monde ici et je veux que personne se dise ouais, moi je pourrais jamais faire ça ou mais enfin et c'est dur, parce que du coup, t'as envie de faire beaucoup, mais pas trop, mais enfin, c'est toujours une question de juste équilibre et milieu, et je pense que, ça passe aussi par un personal branding qui est pas trop fort, et qui écrase pas, en fait, les personnes que tu rencontres. Ça va à l'encontre, en fait, de l'entrepreneur homme blanc d'une ouais, cinquantaine d'années. Voilà, exactement. 1 million en 3 mois. Mais est-ce que, du coup, ça serait pas un petit peu un modèle à étendre, ou en tout cas à proposer? Complètement. Et je pense que enfin, moi, je sais que toutes les entrepreneurs que je suis, elles ont ce même mindset de ultra authentique, montrer les galères, montrer quand ça va pas, ultra accessible. Enfin, et ça, moi, c'est ça les rôles modèles qui me plaisent. Tu vois, c'est pas du tout des rôles de succès. Enfin, pour moi, le succès, c'est ces femmes-là, tu vois, qui, je pense à Tajine Banane, à Alison Cavaillé, pour moi, c'est un rôle modèle.
elle est tellement nature peinture, elle raconte tout, et pourtant, enfin, elle a quand même créé quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est des rôles modèles, tu vois. C'est des gens qui, peu importe la taille que prend leur entreprise, ils gardent la même transparence, la même facilité. Elle continue d'intervenir de partout, et pour autant, elle est le visage de sa boîte, mais pas d'une façon égocentrique. Exactement. Ouais. L'ego, c'est un réel sujet. Surtout dans l'entrepreneuriat. Dans le monde du travail. Donc, c'est clair. Ça pose souci. C'est un peu, ça me fait penser à November Ultra, donc qui est une chanteuse qui est un petit peu montante, qui a eu un award ou une récompense dernièrement. Je l'écoutais, elle était interviewée et elle disait on veut souvent me transformer en femme cathédrale, mais moi je veux rester une femme maison. Est-ce que justement t'as envie de rester une femme maison? J'adore cette phrase. Carrément. J'ai carrément envie, toutes ces femmes qui m'inspirent, c'est forcément des rôles modèles, donc c'est des chemins que j'ai envie de prendre, et le rôle modèle que je peux être à ma petite hauteur, des gens qui m'entourent, j'ai envie que les gens soient toujours à l'aise de me parler, de me poser des questions, même dans mes équipes, je vais jamais prendre le rôle de chef, enfin c'est quelque chose, ça me correspond pas et j'en ai pas envie, j'ai envie que n'importe qui puisse me parler, puisse se sentir à l'aise de dire des choses, de penser, d'émettre des idées, et du coup ça passe forcément par la posture que tu prends, mais aussi la posture qu'on te donne ou que tu laisses te donner. Oui, que tu laisses les gens te donner. On a compris. Et du coup je pense que ça c'est important, et t'as beau, et je pense que ce qui compte c'est que ça dure dans les années et que peu importe la taille et la dimension que prend ton entreprise, que tu gardes toujours les pieds sur terre. Et moi j'ai une coach en leadership, une coach RH que je vois tous les 15 jours, et elle est toujours là pour qu'on soit sûr que mes décisions, je suis toujours alignée, que je suis toujours en phase avec la vision que j'ai et que je perds pas pied. Enfin, c'est tellement important d'être aussi bien entouré avec des personnes qui savent te questionner, te challenger, te remettre en question. Et ça passe aussi par le fait d'être accessible et d'autoriser qu'on remette en question tes décisions, qu'on questionne tes choix, et qu'il y ait une place pour qu'on dise, bah là, je pense que tu t'éparpilles, tu t'égares, t'es pas dans la bonne direction. Enfin, ça, c'est très important aussi. Et je pense que c'est un culte qu'on a dans l'entrepreneuriat du founder, tu vois, du CEO qui est intouchable, qui a ses idées, qui est machin. Et ça, je pense que c'est aussi un chemin à déconstruire tu peux être chef d'entreprise et ne pas du tout avoir ce modèle-là ou ce rôle-là. Quelque part, on te surnomme aussi Petite Tempête. Donc, j'imagine que tu emportes un petit peu les choses avec toi. Et ça, c'est peut-être totalement naturel d'ailleurs, mais est-ce que tu peux parler un peu de ce surnom qui est quand même assez atypique? Alors, c'est très très drôle l'histoire de ce surnom. Donc, effectivement, la boîte s'appelle Petite Tempête parce que quand je l'ai créée, je savais pas trop quel projet j'allais faire. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un nom qui durera. Et du coup, j'ai mis Petite Tempête. Et puis, effectivement, après, on est devenu Intrépide, mais le nom juridique est toujours Petite Tempête. En fait, dans mon groupe d'amis, c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas trop ailleurs. Donc si j'ai décidé justement, moi qui adore le karaoké, que j'avais envie qu'on aille au karaoké, même si personne n'avait envie d'y aller, je vais arriver à créer l'ambiance, à dire oui, mais tu sais, là-bas il y a ça. Et je pense être assez persuasive, sans forcer, mais assez persuasive, et du coup arriver à emmener les gens avec moi. Et puis quand j'ai eu des projets, je pense que j'ai toujours réussi à transmettre mes... je suis désolée, ma chaîne a pas de souci. Un éternuement inversé. Pas de souci, mais quel éternue, c'est... Non, elle y arrive pas, justement. C'est dog friendly ça, aussi. Juste... c'est assez drôle quand elle fait ça. Donc ouais, j'arrive assez bien à emmener les gens, et je suis quelqu'un qui m'énerve jamais. Et par contre, quand on transgresse mes valeurs, il y a vraiment beaucoup de colère qui je sais pas où elle est le reste du temps. Très enfouie, très cachée. Mais quand on transgresse mes valeurs, je vais être très très en colère, et... Voilà. Pardon. Du coup, quand un soir, on avait été en soirée avec des copains, et j'avais bêtement acheté un short l'après-midi. Je l'avais essayé, je l'avais mis direct, et en fait, en le portant, je me suis rendu compte que il était hyper court, que j'étais pas du tout à l'aise dedans. Dans le bar, j'avais trop de regards, enfin, j'étais vraiment vraiment pas à l'aise. Et pour une fois, j'ai dit à mes potes, je dis, bah, avant que vous alliez en boîte, est-ce que vous pouvez me ramener? Je me sens pas de traverser toute la ville toute seule dans ce short. Mes potes étaient pas du tout dans cette ambiance-là. Ils ont dit, non, mais nous, on va en boîte, on n'a pas du tout envie. Et ça m'a fait péter un plomb. Ça m'a mis ultra en colère. En fait, on n'est pas des amis, c'est savoir s'écouter et savoir temporiser. Ok, t'as envie de sortir, ça te prend un quart d'heure de me raccompagner. C'est quand même pas quelque chose que je demande souvent. Et quand bien même, je te le demanderai à chaque fois, en fait. Mais, et que là,
que ça a été minimisé, que ça a pas été écouté. Je pense que j'ai eu le quart d'heure le plus long du retour. J'ai changé de trottoir 10 fois. Et je suis rentrée, j'ai fait un message, mais j'étais dans une colère. Et en fait, ils ont dit que j'avais mis la foudre. Et du coup, le surnom est né après cette soirée-là, parce que j'avais aussi ce truc de... je suis très gentille, je suis jamais en colère, mais il faut pas transgresser mes limites. Et ça, c'était une de mes limites. Où pour moi, dans l'amitié, il doit y avoir ce pan-là où tu dois aussi faire en sorte que tes amis se sentent en sécurité. Je me le sentais pas en sécurité et vous m'avez laissé tomber. Et ça, voilà, du coup, c'est venu de là. Et puis ensuite, c'est resté. Et puis en fait, c'est vrai que ça me va plutôt bien. Et c'est très drôle parce que tous les gens qui découvrent par l'entreprise, quand tu vois un comptable, des choses comme ça, ils vont voir l'entreprise Petite Tempête, puis au fur et à mesure qu'ils vont travailler ensemble, ils vont dire maintenant je comprends d'où ça vient. J'ai souvent, je suis une tête brûlée, donc j'ai souvent des nouvelles idées, et on va tout mettre en place et ça bouge tout, et j'aime bien ça, et je trouve que c'est assez positif. Et il y a un mantra que j'aime beaucoup, c'est toujours après la tempête vient le beau temps. Et c'est quelque chose qu'on s'applique tous les jours quand on a, je sais pas, des moments difficiles financièrement, des contrats qu'on perd, des choses comme ça. Je dis tout tourne, c'est un cycle, et après la tempête viendra le beau temps. Et la petite tempête, elle est aussi là pour faire partir les mauvais moments. C'est justement, c'est un peu, ça m'emmène un peu à la question de la fin, puisqu'il y a eu des tempêtes dans ta vie, des beaux temps, des tempêtes, des beaux temps. En fait, comme tu dis, c'est un cycle. Si tu devais donner un conseil à la Justine d'il y a 10 ans, ce serait lequel ? Eh ben, je pense que ce qui m'a le plus aidé, et que j'aurais peut-être aimé le comprendre un peu plus tôt, enfin en tout cas adhérer à ce concept un peu plus tôt, c'est le côté un peu destin. C'est que je pense que les choses, elles arrivent pour une raison. Et parfois, quand t'es dans un moment difficile, tu comprends pas pourquoi ça t'arrive et c'est pas juste. Et puis des fois, après coup, pas toujours, tous les drames n'ont pas une raison positive. Hein. Mais en tout cas, après coup, je me suis dit, c'est pas chouette ce que j'ai vécu, mais ça a tout changé pour plus tard. Ça a changé toute la personne que je suis, le regard que j'ai sur le monde. Mon caractère, mon lien avec ma famille, toutes ces choses-là, et je me dis mais en fait ça a rendu plus tard finalement ma vie meilleure, ça m'a donné une force, ça a fait naître quelque chose en moi qui m'a donné envie de me battre et de faire mieux. Et du coup j'aurais envie de dire à la Justine il y a 10 ans, genre juste fais confiance à la vie, fais confiance à ton instinct de survie et de combativité, parce que après la tempête viendra le beau temps, quoi, encore une fois. Et ça a été vrai toujours, et même maintenant, il y a des moments très durs, et puis là, on est dans une période où tout va super bien et c'est génial, mais c'est pas acquis, quoi. Je sais qu'il y aura des moments difficiles et que ça fait malheureusement partie de la vie, et il faut juste être patient, tenir bon et attendre que le cycle change, quoi. En tout cas, aujourd'hui, il fait grand beau. Et je sais que c'est un an, qu'il n'y a pas d'orage. Comment il n'y aura pas d'orage, on va faire la fête dehors, ça va être super. J'ai hâte. En tout cas, merci. Avant de terminer, je voudrais faire un portrait européen. Oui. Donc, sur le même principe que le portrait chinois, mais un petit peu interroger toutes les femmes que je rencontrerai sur ces questions très rapides où tu réponds par un mot. Ok. Si tu étais une capitale européenne. Barcelone. C'est pas la capitale. C'est pas grave. C'est la capitaine de la Catalogne, voilà. Ça passe. Si tu étais une spécialité culinaire. Des pâtes bolognaises. À l'italienne. Trop bien. Si tu étais une boisson. Oh, c'est super dur. Tu veux que je te donne ma boisson comme ça grave. Moi, je serais une sangria. Mais... Ah, j'adore. Moi, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Moi, je bois qu'une seule boisson. C'est du Jäger Coca. Alors ça vient d'où? Alors ça, c'est... De quel pays? Nulle part. C'est vraiment une catastrophe de mélange, mais c'est vrai que je ne bois que ça. C'est un des rares alcools que je bois, et du coup... Rassurez-vous, elle boit de l'eau, je l'ai vu. Ok. Et un lieu touristique en Europe? L'Italie, c'est grand, mais je dirais l'Italie. J'adore l'Italie, et tous les endroits d'Italie que j'ai pu faire, j'ai adoré. Partout, il y a quelque chose à voir en Italie. Ouais, j'adore cette ambiance là-bas. J'ai hâte d'y aller. Et merci beaucoup en tout cas pour l'échange. Merci à toi. Les réponses, je pense, qui ont été hyper inspirantes, qui pourront certainement aider des auditorices. Et est-ce que tu peux nous dire justement où te suivre et éventuellement voir les produits que tu proposes? Ouais, du coup, nous, c'est essentiellement sur Instagram où on fait le plus de contenu. Du coup, tous les Instas sont un peu pareils. Il y a l'agence _intrépide, intrépide_studio ou intrépide_house.
Et si vous en trouvez un, vous trouvez les 3. J'essaierai d'identifier tout ça au moment de la diffusion. Et je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, apparemment, on a du boulot. Oui, on a du boulot qui nous attend aujourd'hui. Et à plus tard. Merci. Merci. Vous avez aimé ce premier épisode d'Européenne et vous souhaiteriez entendre d'autres femmes d'Europe? Vous voulez savoir quand seront publiés les prochains épisodes? Alors abonnez-vous aux réseaux sociaux d'Européenne Podcast et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire qui, à travers l'Europe, vous souhaiteriez entendre au micro d'Européenne. On t'a aussi prévu une surprise avec Justine. À l'occasion du premier épisode d'Européenne, un concours est organisé sur la page Instagram du podcast. Tu peux donc te connecter à européenne-podcast pour participer et éventuellement remporter un prix avec la marque Intrépide Studio. Je te souhaite bonne chance et te dis à très vite.